Bonjour à tous, nous allons commencer dans une petite minute, le temps que les dernières personnes se joignent à nous. Alors, mesdames et messieurs, il est midi 2 à mon horloge, nous allons débuter. Bienvenue à cette conférence, à cette rencontre, en fait. Parlons territoire, parlons corridor écologique. Mon nom est Philippe Cousineau-Morin, je serai votre animateur aujourd'hui. Voilà, vous allez me voir comme ça. Alors, bienvenue à cette rencontre. Nous allons avoir un événement d'1h30 aujourd'hui où je serai accompagné au micro ou aux présentations de Catherine Monticone, de Mélanie Lelièvre et de Michel Leboeuf. Alors, je vais les saluer. Bonjour à vous trois. Et je vous donne d'abord les petites consignes d'usage et le déroulement de la rencontre. Puis, celles et ceux qui veulent avoir leur caméra ouverte et leur microphone fermé, bien sûr, soyez bienvenus à ce faire. Alors, et je cherche mes notes à travers mes écrans. Voilà. Vous êtes donc bienvenus à cet événement. Donc, c'est un événement qui est une initiative de l'Alliance Ariane qui s'appelle Parlons de territoire. On aura une période de questions à la fin où vous pourrez utiliser l'outil de discussion de Zoom et également lever la main pour parler. On va avoir une période d'échange. Entre-temps, vous pouvez laisser, comme je l'ai dit, vos caméras ouvertes. Je rappelle que l'événement d'aujourd'hui est enregistré pour qu'on puisse le rediffuser auprès des gens qui n'auront pas pu y assister. Et on s'engage également à terminer à 13h30. Officiellement, celles et ceux qui veulent rester par la suite, la salle de rencontre sera ouverte jusqu'à 14h. Celles et ceux qui voudraient continuer pour discuter informellement au-delà de la rencontre régulière. Alors, je vais d'abord vous présenter Catherine Monticone, qui est chef de développement sciences et planification de la conservation chez Conservation de la Nature Canada. Je te présente, Catherine, et je te laisse le mot d'ouverture de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, Catherine, je l'ai dit, responsable de la science et de la planification. Depuis 2008, elle a mené avec succès divers projets de conservation en terre privée et a coordonné la conception d'une quinzaine de plans de conservation. Elle réalise des projets d'envergure en collaboration avec de multiples acteurs clés en aménagement du territoire, tels que l'initiative Corridor écologique, qui est le partenaire de l'organisation de la rencontre d'aujourd'hui, ainsi que la classe des Laurentides méridionales. Certifiée coach en conservation, Catherine offre des formations sur les normes en conservation et de l'accompagnement afin d'aider les organisations et les communautés avec leur planification stratégique et favoriser la participation active des acteurs clés dans la conservation de milieux naturels connectés. Catherine est biologiste de formation et possède une maîtrise en sciences de l'environnement et un diplôme en mobilisation et développement des communautés. Alors, la parole est à toi. Merci beaucoup. Bien heureuse en fait que l'équipe de la série d'événements Parlons de territoire ait accepté de collaborer avec l'initiative Corridor écologique afin de créer cet événement. Merci d'être là. J'ai bien hâte de tous vous entendre lors de la portion discussion. Je suis heureuse aussi d'être accompagnée de Michel et de Mélanie. On est 3 des 10 organismes de l'initiative Corridor écologique, sans mentionner les multiples experts et partenaires clés qui sont également impliqués dans cette initiative. On s'inscrit dans la série d'événements Parlons territoire parce que l'aménagement du territoire est un incontournable au maintien et à la restauration de corridors écologiques. Puis tout au long de ce panel, on va vous montrer pourquoi les corridors écologiques sont importants et pourquoi on tient à ce que les corridors écologiques soient clairement priorisés dans la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire. D'abord, c'est important de préciser que l'importance des corridors écologiques peut être notée au niveau national et international. Par exemple, la Convention sur la diversité biologique a inclus la connectivité écologique dans les objectifs d'Aichi.
L'Union internationale pour la conservation de la nature a élaboré un guide mondial sur la conservation des corridors écologiques. Les objectifs de développement durable des Nations unies présentent également des objectifs qui visent un réseau d'air protégé. En route vers l'objectif 1 du Canada a créé un groupe de travail spécifique à la connectivité écologique. Et ce mois-ci, il y a eu l'adoption du pacte 2030 du G7 pour la nature par les dirigeants du G7, incluant le Canada, un pacte qui vise entre autres à prôner la connectivité des zones protégées. Lorsqu'on parle de corridor écologique, le Québec se positionne à l'échelle continentale. Ici, on voit le Wildland Network qui identifie 4 grands corridors, dont 2 sur 4 concernent le Québec. Et de par sa position, le Québec devient un refuge climatique et joue un rôle clé à l'échelle continentale, également dans l'adaptation au changement climatique et dans la biodiversité. On peut très bien voir ceci dans la modélisation que vous voyez à l'écran de Nature Conservancy de l'Université de Washington, qui montre le déplacement des mammifères, des amphibiens et des oiseaux dans un contexte de changement climatique. On voit un important corridor se former à l'est des Grands Lacs. Et les espèces doivent se déplacer vers le nord afin d'assurer leur survie et on se doit de se préparer à cette migration et de protéger davantage de milieux naturels connectés par des corridors écologiques. La province avantage à poursuivre son leadership en conservation de milieux naturels et afin de favoriser l'atteinte de ses engagements nationaux et internationaux, la reconnaissance des corridors écologiques est vraiment clé, surtout pour le sud du Québec. L'initiative Corridor écologique est un atout pour l'atteinte des engagements du Québec et propose une solution primordiale pour faire face au changement climatique et à la crise de la biodiversité. L'initiative Corridor écologique a débuté en 2017 avec 6 organisations. Corridor appalachien, Conservation de la nature Canada, Nature Action Québec, Éco-Corridor Laurentien, Horizon Nature Bas-Saint-Laurent et le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. On débute la phase 2 en ajoutant 4 autres organisations. La Fiducie de la conservation des écosystèmes de la Naudière, Capital Nature, Environnement Mauricie et le Credo. L'initiative, c'est donc 10 organisations de 11 régions du Québec qui proposent une approche collective de l'aménagement du territoire afin d'augmenter la conservation de milieux naturels connectés par des corridors écologiques. L'initiative vise à engager et à accompagner à l'action les MRC, les municipalités et les citoyens, propriétaires de l'eau boisée, agriculteurs, experts et partenaires locaux, tous jouant un rôle stratégique dans l'utilisation du territoire. Pour chaque région, on propose des formations et de l'accompagnement. On développe une vision commune de l'aménagement du territoire avec les acteurs clés régionaux et on développe un plan d'action régional où chacun a un rôle à jouer pour atteindre cette vision. Afin d'assurer la cohérence et la synergie entre les territoires visés, on travaille de concert avec des experts et des partenaires provinciaux et transfrontaliers. C'est une centaine d'experts qui sont impliqués à l'échelle du Québec, dont plusieurs sont avec nous aujourd'hui, à ce midi en fait. Donc, merci beaucoup pour votre implication et votre contribution. Il s'agit véritablement d'une collaboration multisectorielle, des représentants gouvernementaux et non gouvernementaux, des chercheurs, des gestionnaires du territoire, des citoyens sont impliqués de différentes manières dans cette initiative. On travaille donc localement dans 11 régions du Québec et on a également une vision et des objectifs nationaux et transfrontaliers. L'initiative inspire d'ailleurs déjà des experts nord-américains. J'avais peu de temps pour relater tous nos succès, mais on va vous partager nos faits saillants de la phase 1 et également un lien vers notre vidéo qui vulgarise les corridors écologiques. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine. Alors, la table est mise pour le sujet qui vous a tous attiré. Soyez bienvenus à ce faire. Alors, je cherche mes notes à travers mes écrans. Voilà. Vous êtes donc bienvenus à cet événement. Donc, c'est un événement qui est une initiative de l'Alliance Ariane qui s'appelle Parlons de territoire. On aura une période de questions à la fin où vous pourrez utiliser l'outil de discussion de Zoom et également lever la main pour parler. On va avoir une période d'échange. Entre-temps, vous pouvez laisser, comme je l'ai dit, vos caméras ouvertes. Je rappelle que l'événement d'aujourd'hui est enregistré pour qu'on puisse le rediffuser auprès des gens qui n'auront pas pu y assister. Et on s'engage également à terminer à 13h30. Officiellement, celles et ceux qui veulent rester par la suite, la salle de rencontre sera ouverte jusqu'à 14h. Celles et ceux qui voudraient continuer pour discuter informellement au-delà de la rencontre régulière. Alors, je vais d'abord vous présenter Catherine Monticone, qui est chef de développement sciences et planification de la conservation chez Conservation de la nature Canada.
Je te présente Catherine et je te laisse le mot d'ouverture de notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, Catherine, je l'ai dit, responsable de la science et de la planification. Depuis 2008, elle a mené avec succès divers projets de conservation en terre privée et a coordonné la conception d'une quinzaine de plans de conservation. Elle réalise des projets d'envergure en collaboration avec de multiples acteurs clés en aménagement du territoire, tels que l'initiative Corridor écologique, qui est le partenaire de l'organisation de la rencontre d'aujourd'hui, ainsi que la classe des Laurentides méridionales. Certifiée coach en conservation, Catherine offre des formations sur les normes en conservation et de l'accompagnement afin d'aider les organisations et les communautés avec leur planification stratégique et favoriser la participation active des acteurs clés dans la conservation de milieux naturels connectés. Catherine est biologiste de formation et possède une maîtrise en sciences de l'environnement et un diplôme en mobilisation et développement des communautés. Alors, la parole est à toi. Merci beaucoup. Bien heureuse en fait que l'équipe de la série d'événements Parlons Territoire ait accepté de collaborer avec l'initiative Corridor écologique afin de créer cet événement. Merci d'être là. J'ai bien hâte de tous vous entendre lors de la portion discussion. Je suis heureuse aussi d'être accompagnée de Michel et de Mélanie. On est 3 des 10 organismes de l'initiative Corridor écologique, sans mentionner les multiples experts et partenaires clés qui sont également impliqués dans cette initiative. On s'inscrit dans la série d'événements Parlons Territoire parce que l'aménagement du territoire est un incontournable au maintien et à la restauration de corridors écologiques. Puis tout au long de ce panel, on va vous montrer pourquoi les corridors écologiques sont importants et pourquoi on tient à ce que les corridors écologiques soient clairement priorisés dans la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Tout d'abord, c'est important de préciser que l'importance des corridors écologiques peut être notée au niveau national et international. Par exemple, la Convention sur la diversité biologique a inclus la connectivité écologique dans les objectifs d'Aichi. L'Union internationale pour la conservation de la nature a élaboré un guide mondial sur la conservation des corridors écologiques. Les objectifs de développement durable des Nations unies présentent également des objectifs qui visent un réseau d'air protégé. En route vers l'objectif 1 du Canada a créé un groupe de travail spécifique à la connectivité écologique. Et ce mois-ci, il y a eu l'adoption du pacte 2030 du G7 pour la nature par les dirigeants du G7, incluant le Canada, un pacte qui vise entre autres à prôner la connectivité des zones protégées. Lorsqu'on parle de corridor écologique, le Québec se positionne à l'échelle continentale. Ici, on voit le Wildland Network qui identifie 4 grands corridors, dont 2 sur 4 concernent le Québec. Et de par sa position, le Québec devient un refuge climatique et joue un rôle clé à l'échelle continentale, également dans l'adaptation au changement climatique et dans la biodiversité. On peut très bien voir ceci dans la modélisation que vous voyez à l'écran de Nature Conservancy de l'Université de Washington, qui montre le déplacement des mammifères, des amphibiens et des oiseaux dans un contexte de changement climatique. On voit un important corridor se former à l'est des Grands Lacs. Et les espèces doivent se déplacer vers le nord afin d'assurer leur survie. Et on se doit de se préparer à cette migration et de protéger davantage de milieux naturels connectés par des corridors écologiques. La province a avantage à poursuivre son leadership en conservation de milieux naturels et afin de favoriser l'atteinte de ses engagements nationaux et internationaux, la reconnaissance des corridors écologiques est vraiment clé, surtout pour le sud du Québec. L'initiative Corridor écologique est un atout pour l'atteinte des engagements du Québec et propose une solution primordiale pour faire face au changement climatique et à la crise de la biodiversité. L'initiative Corridor écologique a débuté en 2017 avec 6 organisations: Corridor appalachien, Conservation de la nature Canada, Nature Action Québec, Éco-Corridor Laurentien, Horizon Nature Bas-Saint-Laurent et le Conseil régional de l'environnement du Centre du Québec. On débute la phase 2 en ajoutant 4 autres organisations: la Fiducie de la conservation des écosystèmes de la Naudière, Capital Nature, Environnement Mauricie et le Credo. L'initiative, c'est donc 10 organisations de 11 régions du Québec qui proposent une approche collective de l'aménagement du territoire afin d'augmenter la conservation de milieux naturels connectés par des corridors écologiques. L'initiative vise à engager et à accompagner à l'action les MRC, les municipalités et les citoyens, propriétaires de l'eau boisée, agriculteurs, experts et partenaires locaux, tous jouant un rôle stratégique dans l'utilisation du territoire. Pour chaque région, on propose des formations et de l'accompagnement. On développe une vision commune de l'aménagement du territoire avec les acteurs clés régionaux et on développe un plan d'action régional où chacun a un rôle à jouer pour atteindre cette vision. Afin d'assurer la cohérence et la synergie entre les territoires visés, on travaille de concert avec des experts et des partenaires provinciaux et transfrontaliers.
C'est une centaine d'experts qui sont impliqués à l'échelle du Québec, dont plusieurs sont avec nous aujourd'hui, à ce midi en fait. Donc, merci beaucoup pour votre implication et votre contribution. Il s'agit véritablement d'une collaboration multisectorielle. Des représentants gouvernementaux et non gouvernementaux, des chercheurs, des gestionnaires du territoire, des citoyens sont impliqués de différentes manières dans cette initiative. On travaille donc localement dans 11 régions du Québec et on a également une vision et des objectifs nationaux et transfrontaliers. L'initiative inspire d'ailleurs déjà des experts nord-américains. J'avais peu de temps pour relater tous nos succès, mais on va vous partager nos faits saillants de la phase 1 et également un lien vers notre vidéo qui vulgarise les corridors écologiques. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup, Catherine. Alors, la table est mise pour le sujet qui vous a tous attiré ici aujourd'hui. Ce que je vais faire avant de débuter les présentations, les conférences, c'est juste vous rappeler dans quel contexte on veut tenir cette discussion sur les corridors écologiques. C'est bien sûr dans le contexte de la conversation nationale sur l'aménagement du territoire et l'urbanisme au Québec. Alors, ce que je vais faire, donc, en une petite minute, c'est vous présenter les grandes étapes qui sont celles de la proposition du ministère des Affaires municipales à cet égard, où vous serez appelé, bien sûr, à parler des succès des projets de conservation et plus largement des enjeux d'aménagement du territoire. Alors, je vais vous repartager mon écran, si j'y arrive. Donc, je vous ai dit que l'initiative aujourd'hui est celle de l'Alliance Ariane et de Corridors écologiques, et on veut donc vous informer sur les différents enjeux d'aménagement du territoire. Pourquoi? Parce que le gouvernement du Québec a lancé le 27 janvier dernier une conversation afin d'arriver en 2022 à une nouvelle stratégie nationale en urbanisme et aménagement des territoires. C'est l'objectif d'une telle politique. Pourquoi? Ça sera clair probablement dans votre domaine, mais il y a beaucoup d'enjeux qui méritent une attention, que ce soit l'étalement urbain, la pression sur les milieux naturels agricoles, que ce soit les enjeux des environnements qui sont favorables ou défavorables aux saines habitudes de vie, et bien sûr des enjeux conjoncturels très larges, de la biodiversité certainement. On a vu les enjeux d'espace public pendant la pandémie, des enjeux du patrimoine, donc c'est très, très large. Donc, vous voyez à l'écran les thèmes qui sont ceux sur lesquels le gouvernement souhaite entendre des propositions, à la fois la gouvernance, la croissance urbaine, les milieux de vie, la ruralité, finances et fiscalité. Il y a bien sûr des sous-thèmes à cela, puis il y a aussi des enjeux très transversaux. Mais je soulignerai également qu'à travers 4 étapes bien établies dans le temps, on est à l'étape des orientations préliminaires que le gouvernement a soumis. Il y a quand même différents mécanismes de consultation, puis c'est entre autres pour ça qu'on tient l'événement aujourd'hui, pour vous préparer à ces consultations-là. Il y en a qui ont déjà eu lieu, comme les activités du comité consultatif sur la stratégie nationale, des laboratoires, des séminaires, une consultation autochtone, mais également, là, cet été, il y a une tournée régionale du ministère des Affaires municipales et une consultation web. Vous serez appelé à vous prononcer. Je vous rappellerai les dates qui sont en août et septembre à la fin de notre activité. Alors, c'était essentiellement dans ce contexte-là qu'on tient la conversation d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi je vais ressortir mes notes. Nous recevons donc Michel Leboeuf et Mélanie Lelièvre qui vont vous présenter effectivement leur succès d'abord. Je vais présenter rapidement Michel, puis la parole va être à lui pour 8 à 10 minutes, et ensuite Mélanie. Alors, bonjour Michel. Bonjour. Michel est détenteur d'une maîtrise en sciences biologiques et il est directeur général de la fiducie de la conservation des écosystèmes de la Naudière. Avant d'occuper ce poste, il a œuvré dans un laboratoire de recherche en écologie forestière à l'Université du Québec à Montréal. Il a été rédacteur en chef du magazine Nature sauvage pendant plus de 10 ans, tout en publiant des ouvrages documentaires, des essais et des guides de terrain sur la flore et la faune du Québec. Alors, Michel, je te cède la parole. Merci beaucoup, Philippe. Je vais partager mon écran. Alors, juste besoin que quelques personnes me fassent oui, ça marche, ça fonctionne bien. On va reculer. Donc, en 8 à 10 minutes, je vais essayer de faire du speed dating en vous expliquant à quoi ça sert, au fond, les corridors écologiques. L'histoire commence avec le morcellement du territoire, donc avec l'arrivée, dans le fond, si on parle spécifiquement du Québec, avec l'arrivée des premiers Européens. On voit assez clairement sur l'image qu'en termes d'écologie, la situation qui est en A dans la vignette est vraiment différente de la situation qui est en D. Si on imagine que chacun des pixels en vert est un morceau de milieu naturel, peu importe que ce soit une forêt ou un milieu humide.
avec l'avancée du territoire, donc le développement de résidentiel, commercial ou industriel, on s'aperçoit que progressivement, c'est un phénomène qui est assez insidieux, on perd des éléments de la matrice naturelle, puis on se retrouve en D dans une situation où on se trouve avec des habitats résiduels sur un territoire qui est largement dominé par l'humain. En termes il y a deux phénomènes principaux qui sont intéressants quand on parle de fragmentation. Sur l'illustration en haut, on voit clairement que de manière mathématique ou arithmétique ou géométrique, là, utilisez l'adverbe que vous voulez, quand on segmente en deux un morceau de territoire d'un seul tenant, mais artificiellement, on augmente la proportion d'habitat de lisière. Donc, l'habitat que vous voyez qui est en vert pâle, au détriment de l'habitat d'intérieur de forêt. Donc, on avantage une cohorte d'espèces, donc des végétaux ou des animaux qui sont dans de l'habitat de lisière, qui préfèrent l'habitat de lisière au détriment des espèces qui habitent l'intérieur des forêts. Ça, c'est un premier phénomène. Le deuxième phénomène, sur l'image en bas, on voit assez bien que quand on fait jouer le temps dans un modèle de fragmentation aussi, on s'aperçoit qu'à gauche, vous voyez que l'habitat est suffisamment grand. Donc, même si au fil des décennies, au fil des années, l'habitat, on va perdre des espèces, l'habitat est suffisamment riche en milieu pour recoloniser, pour que des espèces viennent recoloniser ce milieu-là. Au contraire de l'habitat à droite qui est trop petit, où les espèces vont disparaître, donc il va y avoir une extinction locale de l'espèce en question, puis les espèces ne reviendront pas parce que c'est ce qu'on appelle en écologie une trappe écologique. Donc, il n'y a pas assez de milieu de qualité pour que les espèces puissent revenir se reproduire dans cet habitat-là. En sciences, on a essayé de trouver la question critique, c'était la question à 100 000 $, c'était c'est quoi le seuil critique qu'on doit maintenir, c'est quoi le seuil critique d'habitat, de milieu naturel qu'on doit maintenir dans un territoire, peu importe l'échelle, pour qu'on puisse garder la biodiversité dans notre région, dans la municipalité. Le consensus scientifique est entre 30 et 50 %, le seuil critique de 30 % étant la borne inférieure, si vous voulez, du maintien des milieux naturels dans un territoire. Qu'est-ce qui se passe en dessous de 30 %? Bien, on l'a vu, on isole les habitats résiduels et il y a une perte de connectivité naturelle du territoire. Donc, c'est un phénomène qui est mathématique, arithmétique. S'ensuit le déclin de la biodiversité des espèces, mais aussi de leur patrimoine génétique parce qu'on les a isolés dans presque comme des îles océaniques, donc avec une régénération qui est difficile du point de vue génétique. Puis enfin, pour les humains, la conséquence, c'est aussi le déclin de la résilience des systèmes naturels, donc tous les services écologiques que les systèmes naturels nous apportent, donc filtration de l'air, filtration de l'eau, etc., bien, on a avec une proportion sous le seuil de 30 %, on a plus de difficultés de maintenir la résilience de nos systèmes naturels à jour comme ça. Deux petites diapos sur les termes qu'on utilise souvent dans notre milieu. Donc, ça va nous permettre d'alimenter la discussion plus tard. Donc, c'est un vocabulaire que vous allez probablement nous entendre prononcer, vous allez prononcer. C'est quoi la connectivité écologique? Bien, c'est le mouvement, évidemment, sans entrave des espèces végétales ou animales entre les parcelles d'habitat, puis aussi le mouvement du flux des processus naturels qui soutiennent la vie. Processus naturel, c'est peut-être un petit peu moins clair dans votre esprit, mais c'est au fond penser à la photosynthèse, par exemple, ou le recyclage des éléments nutritifs, le cycle de l'azote ou le cycle du carbone. Donc, les flux de ces processus-là qui maintiennent la vie sont aussi importants que le mouvement des espèces comme telles. L'Union internationale de la conservation de la nature, en 2020, a sorti cette définition-là du réseau écologique qui est, à mon sens, très précise, très efficace. C'est un ensemble d'habitats qui est essentiel et puis qui sont reliés par des corridors. Le réseau doit être établi, restauré au besoin ou bien maintenu pour conserver la diversité biologique. Avec un réseau efficace de corridors écologiques, on réussit à conserver donc la connectivité entre les habitats et donc la diversité écologique. On maintient une large part des services écosystémiques que nous offre la nature. On en a parlé tout à l'heure. Là, la liste est pratiquement sans fin. On pourrait continuer pendant toute la période pour juste vous donner des exemples de services écosystémiques offerts par la nature. Puis enfin, un réseau efficace, ça limite l'impact négatif du changement climatique sur les espèces et les communautés. En général, on estime qu'il y a un déplacement vers le nord des aires de répartition d'à peu près 45 km par décennie. Donc, si je calcule bien, ça fait 4,5 km par année. On l'a bien vu dans la simulation que Catherine vous a montré tout à l'heure, de comment les niches écologiques, donc les aires de répartition, sont appelées à se déplacer rapidement dans le futur. Au Québec, donc, sans surprise, c'est évidemment dans la vallée du Saint-Laurent où la connectivité écologique est la plus faible et qu'elle doit être
être rétabli parce que c'est là qu'on s'est établi de façon majoritaire. Et il y a diverses analyses scientifiques, là, diverses études qui ont été menées avec différents outils. On n'embarquera pas là-dedans parce que c'est pas, on n'a pas le temps de le faire. Mais au fond, sachez qu'on s'intéresse beaucoup à savoir où sont les corridors prioritaires qu'on devrait maintenir, qu'on devrait restaurer dans la vallée du Saint-Laurent pour faciliter les mouvements fauniques ou des végétaux. Là, vous voyez, ça, c'est une étude qui a été faite à l'échelle de toute la vallée du Saint-Laurent pour 5 espèces cibles animales, là, des mammifères et des reptiles amphibiens. Une autre étude intéressante, parce qu'évidemment, plus la densité de population est grande, plus le développement économique est marqué, par exemple dans le sud-ouest du Québec, c'est là évidemment qu'on retrouve le plus d'impact, puis là où la connectivité est la plus faible. Puis on s'aperçoit que non seulement, comme on l'a vu tantôt, la superficie d'un territoire, c'est important pour le maintien de la biodiversité, mais aussi la configuration spatiale des habitats. Sur cette image-là, vous voyez que, dans le fond, si on n'avait qu'à 5 % à prioriser dans le Grand Montréal écologique, c'est surtout les habitats principalement qui sont orientés sud-ouest, nord-est pour faciliter le passage des animaux et des végétaux à travers, dans le fond, la trame très urbaine de la grande région métropolitaine. Catherine vous en a parlé tout à l'heure un peu, l'initiative Corridor écologique, dans le fond, c'est un exercice de mobilisation à l'échelle de tout le Québec méridional pour nous permettre de contribuer à faciliter les mouvements des espèces du nord vers le sud. Et là, dans le fond, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait moins d'exemples comme ceux que je vais vous apporter. Là, j'ai 2 exemples, une galerie des horreurs un peu. Vous voyez, ça, c'est la ville de... En fait, c'est la couronne nord de Montréal en 84. Donc, regardez dans le nord-ouest, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, là. Vous voyez ici, dans l'entour de la ville de Blainville, mais dans le fond, c'est ce qui a disparu depuis cette année-là, essentiellement le long de l'autoroute des Laurentides, puis de la route 117, ça s'est développé de façon importante. On le voit que ça, c'est à l'échelle supramunicipale, c'est à l'échelle régionale, mais il y a aussi des cas qui sont documentés dans des municipalités comme telles où la main gauche ne fait pas exactement le même travail que la main droite. Peu importe, c'est une municipalité dans l'Estrie où on voit ici en 2005 qu'il y a des efforts qui ont été mis pour protéger le grand morceau de territoire que vous voyez au centre ici, qui est un territoire de 135 hectares environ, et où en 2020, malheureusement, on a fait passer une route à travers, donc on a bloqué la connectivité écologique, puis on a construit un développement résidentiel un peu plus au nord. Là. Vous voyez, donc, la situation actuellement, c'est celle-ci. On a commencé par construire cette route-là, qui était un premier frein à la connectivité des espèces, puis dans un deuxième temps, on a ouvert un nouveau développement résidentiel. Donc, l'initiative Corridor écologique, entre autres, vise à ce qu'il y ait moins d'événements comme ceux-là, même à l'intérieur d'une municipalité, mais qu'il y ait plus d'initiatives à grande échelle positives. On voulait finir, en fait, je voulais finir par des exemples qui sont positifs. Ça, c'est le territoire d'action de Corridor Appalachiens en Montérégie-Estrie. Puis, vous voyez, ce qui est en vert, c'est les grands noyaux de conservation du réseau. Puis, en mauve, les corridors écologiques qui ont été identifiés. En quelques décennies, en très peu de temps, au fond, Corridor Appalachiens avec Conservation de la Nature Canada, puis une quinzaine d'organismes qui sont fédérés autour d'eux, des MRC, des municipalités, ont réussi à mettre sous protection 15 000 hectares. Donc, c'est vraiment majeur. C'est à grande échelle, donc à l'échelle d'un grand territoire. Sur la diapo, vous voyez, les aires protégées en rouge sont de teneur privée et celles qui sont en bleu sont en teneur publique. Et là, je finis même avec des exemples à petite échelle. Là, vous allez me permettre d'être un peu chauvin ce midi, puis de vous parler de ma région de la Nausière, où on a fait un exercice de modélisation à petite échelle, mais quand même en regardant en modélisant les déplacements d'oiseaux entre des noyaux de conservation. Puis ici, entre les noyaux 7 et 8 qu'on a identifiés, on a vu un très beau territoire ici, un très beau corridor qui était naturellement peu fragmenté, très propice à la circulation des espèces, mais il nous manquait un petit 350 mètres ici de coupure à travers une route provinciale. Alors, on s'est attelé à parler avec l'agriculteur en question qui a accepté qu'on puisse renaturaliser, revégétaliser ce corridor-là qui est 350 mètres de long par 100 mètres de large et un peu plus. Et donc, à petite échelle, avec un budget d'environ 15 000 $, mes collègues de la fiducie, ils sont en train actuellement, pendant que moi je suis assis bien au frais, en train de vous parler de
de connectivité, eux sont en train de planter des arbres actuellement puis de les protéger. Donc, à très peu de frais, on est capable de faire des initiatives comme celle-là qui vont avoir un retentissement certain pour la connectivité de 2 grands noyaux de conservation. Donc, c'est pour mettre la table un peu sur la discussion et de ne pas craindre que même des petits projets à petite échelle peuvent quand même contribuer grandement à la connectivité d'un territoire. Merci beaucoup, Michel. Alors, c'était très clair, je pense, pour celles et ceux qui étaient peut-être moins familiers avec le concept. Me permet de commenter ou de retenir quelques éléments là, pour faire les liens avec les questions de la stratégie nationale. Parce qu'au début de notre série, on a tenu des événements conservation. On a parlé des enjeux de conservation à l'échelle québécoise, alors que tu nous as parlé essentiellement là, de la vallée du Saint-Laurent. Donc, c'est quand même le Québec habité. Alors, c'est là où il y a des liens qui seront très importants à faire là, pour nous, là, dans le Grand Sud, entre les milieux de vie et les milieux naturels. Puis c'est juste une remarque, mais la deuxième chose, c'est surtout, tu as parlé beaucoup de faire attention à ne pas défaire de la main droite ce que la main gauche fait, de montrer des exemples. Alors, je pense sans pointer du doigt des mauvais joueurs ou des gens qui sont de mauvaises intentions, parce que je pense que ce n'est pas là, c'est pas l'enjeu, c'est de dire, est-ce que notre gouvernance ou est-ce que nos outils sont adaptés pour atteindre les objectifs de conservation, alors que les municipalités, on va parler de municipalités, ont des enjeux de développement chacune chez elles. Est-ce que c'est correct que chacune des municipalités ait des visées de développement? Est-ce que ça doit appartenir aux municipalités? Ça doit être un peu mieux planifié à une autre échelle. Alors, je veux juste mettre sur la table la question de la gouvernance des pouvoirs, parce que c'est vraiment là-dessus, je pense qu'on peut construire quelque chose par rapport à la stratégie en urbanisme de se poser des questions fondamentales. Alors, c'était mon petit éditorial à moi. Mais maintenant, puisque tu as montré la carte du territoire de corridor appalachien, on va passer la parole à Mélanie Lelièvre, que je salue. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Bonjour, Mélanie. Donc, je te présente à titre de directrice générale. Tu participes au développement de l'ensemble des activités du corridor appalachien. Alors, Mélanie est muée par l'innovation, la créativité et déploie une énergie sans relâche pour protéger les milieux naturels de la région. Avant de joindre les rangs de corridor appalachien, elle a occupé divers postes de direction, notamment au sein d'une grande entreprise de services environnementaux. Voilà. Bachelière en sciences agronomiques, spécialisée en agriculture biologique. C'est avant tout la protection de l'environnement et la biologie qui t'ont attiré au sein du corridor appalachien dès 2007. Et j'espère que la technologie est toujours avec nous. Mélanie, la parole serait à toi. Moi, je ne te vois plus. Voilà. Petit défi, je réalise que ma connexion Internet est un peu instable. Alors, si une des personnes autour de l'écran peut faire un partage, là, ça m'enlèverait un petit stress que ça plante durant la présentation. Voilà, ça va, puis je te ferai signe si c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, si on t'entend mal. Très bien, OK. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Merci d'être prendre votre temps ce midi pour jaser de cet enjeu important. Et puis, merci à Catherine et à Michel là, qui ont vraiment très bien mis la table pour le petit bout de présentation que je vais faire pour compléter la mise en contexte, puis pourquoi, en fait, on considère si important de s'insérer dans le dialogue autour de l'aménagement du territoire dans le contexte du maintien de la connectivité. Donc, on va avancer la présentation. Merci. En fait, ma présentation, je vais principalement vous présenter les demandes auxquelles un groupe de travail issu du projet Corridor écologique a réfléchi. Alors, devant, en fait, les défis que représente le fait de protéger la connectivité sur le territoire, on a senti le besoin de se faire un groupe de travail, brasser des idées et faire le point sur qu'est-ce qu'on considérait comme étant des freins ou plutôt qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on arriverait à faire une différence à grande échelle au Québec sur ce plan-là, parce que dans le projet Corridor écologique, nous sommes essentiellement des groupes, des organismes, des entités qui déployons des projets de conservation sur le territoire, surtout en terre privée. Et ma première diapo vient un peu illustrer toute la difficulté que représente le fait de protéger de façon substantielle ou durable la connectivité sur un territoire. Alors, je vous amène dans notre coin de pays. En fait, cette carte-là, c'est
C'est une représentation, c'est une photo aérienne avec des informations sur le territoire de Austin. Alors, vous voyez au nord de la diapo en bleu, c'est les aires protégées de tenure publique, c'est le Parc national du Mont-Offord. En vert foncé, puis en mauve, comme pour faire écho à la diapo, une des dernières diapos, Michel, tout à l'heure, vous avez le réseau écologique qui a été identifié par Corridor appalachien, donc en vert, les grands noyaux, en mauve, le corridor naturel, et vous voyez des parcelles en rouge qui ont été protégées au fil du temps. Alors, regardez un peu la matrice avec le cadastre qui est superposé. Fait que ça vous donne une idée de ce que ça représente comme défi avec une route qui passe, des chemins à gauche, à droite, une autoroute qui passe, qui sillonne ce territoire-là. Et donc, on a une matrice qui est comme quand même sous pression avec l'attrait du parc national, la villégiature, la proximité avec un cours d'eau, avec un plan d'eau très prisé. Ça fait que c'est vraiment difficile de juste se fier sur les outils, sur les projets de conservation en terre privée. Si on peut avancer, Philippe. Donc, il y a quand même eu des gains, on le voit en rouge, mais donc les 4 territoires qui sont protégés. Mais ça, c'est le fruit de pas juste comme ça. L'année passée, on a décidé de travailler sur ce projet-là. En fait, ça fait 6 années qu'on fait du démarchage activement dans ce secteur-là. Donc, on a réussi à protéger à perpétuité 4 terrains. Ces 4 projets-là ensemble totalisent une vingtaine d'hectares. Donc, c'est intéressant, mais on voit que c'est encore très peu relativement à ce qu'il faut faire. Et puis, ça représente des investissements, là, vraiment de l'argent investi ou en dons ou en argent de plus de 420 000 $. Donc, c'est beaucoup d'efforts. Et puis, en fait, je veux surtout mettre en lumière que, imaginez s'il y avait un développement immobilier sur un des points d'attache, sur un des boulots d'étranglement ou entre 2 aires qui ont été protégées précédemment. Donc, on viendrait carrément de sabrer toutes ces années-là de travail sur la connectivité dans ce secteur-là. Alors, voilà, c'était l'exemple que je voulais utiliser pour illustrer à quel point on a besoin d'un maillage avec l'aménagement du territoire pour arriver à faire une différence parce qu'autrement, imaginez ça, c'est juste un petit secteur sur notre territoire d'intervention dans les montagnes vertes. On a 30 ou 35 zones de connectivité qu'on considère comme étant prioritaires. Alors, il y a du travail à l'infini et c'est pour ça qu'on a besoin d'un maillage avec les instances municipales. On va passer à la prochaine diapo. Donc, quelles sont ces demandes auxquelles nous avons réfléchi? J'ai fait référence à un groupe de travail plus tôt. Donc, ce sont des membres essentiellement du projet Corridor écologique avec quelques autres intervenants qui se sont joints à la réflexion. Donc, c'est très simple. Je vais vous les présenter ici. Ce sont 5 demandes qu'on a formulées. La première étant celle-ci. On aimerait qu'il y ait un signal clair du gouvernement du Québec au fait que une reconnaissance que la connectivité écologique est un enjeu important pour le maintien de la biodiversité au Québec et tout particulièrement comme étant une stratégie clé pour l'adaptation au changement climatique. Donc, des déclarations dans ce sens-là, puis que les différents ministères concernés soient directement interpellés. On aimerait également que ce signal-là découle en des gestes politiques concrets, évidemment, dans des résultats qui seraient tangibles, qu'on pourrait ressentir et avec lesquels on pourrait travailler sur le terrain. Donc, que ce soit, par exemple, dans l'intégration de la connectivité écologique dans les orientations gouvernementales, notamment qui sont utilisées lors de la révision des schémas d'aménagement, peut-être un équivalent de la résolution 40.3, donc une version québécoise. Pour ceux qui ne connaissent pas la résolution 40.3, c'est une résolution qui a été établie entre les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et les premiers ministres de l'Est du Canada qui reconnaissaient l'importance de la connectivité écologique. On pourrait également penser à la révision des cadres décisionnels qui intègrent la connectivité écologique, que ce soit lors de travaux du MTQ, au niveau de l'analyse par le ministère de l'Environnement, etc. Passer à la prochaine. Donc, la troisième demande, c'est justement qu'on tende une main vers les instances municipales en leur demandant d'identifier les corridors naturels sur leur territoire afin que ceux-ci soient intégrés au sein des outils d'aménagement du territoire.
Donc, que ce soit à l'échelle des villes, municipalités ou MRC. Donc, ça, c'est un élément qu'on considère central parce que, comme je le montrais sur ma diapo d'ouverture, sans une intégration à l'intérieur des outils décisionnels des instances municipales, on n'arrivera pas à protéger la connectivité au Québec. On aimerait également qu'il y ait une reconnaissance du besoin de travailler au-delà des frontières administratives et que ça s'exprime par de la cohérence territoriale. Donc, entre les États, qu'il y ait aussi un dialogue entre les provinces limitrophes au Québec et entre les régions afin que tout ça ne soit pas des gestes isolés, mais qu'on déborde évidemment des frontières administratives pour des raisons évidentes que vous aurez compris juste avec notamment la présentation de Michel tout à l'heure. On aimerait également que les organismes de conservation soient interpellés dans cet objectif-là comme des parties prenantes, un peu comme les conseils, les organismes de bassin versant le sont dans le processus, par exemple, de priorisation des milieux humides à l'échelle régionale. Alors voilà, ce sont ça les demandes que l'on formule et qu'on vous présente ici dans le cadre de cette discussion sur la stratégie nationale. Et on pense que c'est un enjeu qui est prioritaire. On a compris seulement il y a une vingtaine d'années, mais dont on prend maintenant pleinement la mesure d'un point de vue de maintien de la biodiversité. Alors, pour conclure, j'aimerais ça juste revenir sur les bénéfices du maintien de la connectivité. Donc, au-delà des grands bénéfices évidents auxquels on pense en protégeant la connectivité, c'est-à-dire, par exemple, maintien des populations fauniques, contribution à l'adaptation au changement climatique, protection, maintien global de la biodiversité, il y a aussi d'autres co-bénéfices de la connectivité qui font que ça a des retombées positives sur vraiment de nombreuses sphères qui nous touchent tous en tant que société. Donc, je commence par l'aspect de la sécurité routière. On peut avancer. Donc, vous savez que quand on fragmente les milieux naturels, on contribue à ce qu'il y ait encore plus de faune qui se retrouve sous nos routes et c'est un enjeu quand même important de sécurité. Pour vous illustrer ce propos, là, il y a beaucoup de données sur cette diapo, mais sachez que, par exemple, au Canada, il y a de 4 à 8 collisions à chaque heure avec de la grande faune, et je ne parle pas des centaines de milliers de collisions avec la petite faune. Chaque collision avec un orignal coûte, le coût estimé est entre 30 et 40 000 $ minimalement pour une seule collision avec un orignal, alors qu'on parle plus autour de 7 à 8 000 $ par collision avec le cerf de Virginie. Alors, ce sont des millions de dollars en impact de ce côté-là, sans parler des vies et des problèmes de santé et ce que ça peut avoir comme conséquence, tous ces accidents-là. On a également co-bénéfice. On va avancer, Philippe. Donc, au niveau paysager, c'est assez évident. Donc, les paysages qui comportent une trame naturelle vont avoir un rôle identitaire important, un rôle esthétique important. D'un point de vue touristique également, le maintien de la connectivité va bénéficier. Je vous ai mis juste pour illustrer ce propos, la page d'accueil de Tourisme Canton de l'Est qui vante beaucoup les mérites paysagers et la beauté des milieux naturels de la région. Puis l'autre image que j'ai mise, c'est un exemple d'un projet concret, un projet spécifique qui fait la promotion des corridors. C'est le projet Corridor bleu et vert de la ville de Sherbrooke, avec destination Sherbrooke, qui est vraiment dans la promotion, dans les aspects qui sont dans la promotion touristique de la ville de Sherbrooke. Au niveau agricole, on a également des co-bénéfices évidents en maintenant pas juste des bandes riveraines, mais des corridors naturels. Hein, on réduit l'érosion, on évite des insectivores, on va réduire l'impact des ravageurs, on va conserver plus d'unités thermiques, etc. Donc, les avantages également dans le milieu agricole sont très importants de maintenir des corridors naturels dans la matrice agricole. Puis en terminant, je souligne également les bénéfices pour la foresterie.
Donc, en maintenant des milieux naturels connectés, on a des forêts qui sont plus résilientes. On permet aux espèces sur du long terme d'être plus adaptées, notamment dans le contexte des changements climatiques. Alors, pour toutes ces raisons-là, assez évidentes, on pense que c'est un enjeu qui est central et qui devrait faire partie des composantes prises en compte dans la stratégie d'aménagement du territoire. Alors voilà, ça complète ma présentation. Merci beaucoup. Merci, Mélanie. Donc, très intéressant. On va pouvoir fermer le partage d'écran. Voilà. Je me permets de souligner deux choses que je retiens. D'une part, les demandes de reconnaissance, et avant même que tu les présentes, là, je ne les avais pas lues d'avance, mais je me faisais la même réflexion qu'on avait besoin de cette reconnaissance, étant donné l'ampleur du défi. Là, quand tu nous montres les cartes, tu dis sur un seul projet, on n'est pas même pas rendu. C'est à la fois des coûts, Michel nous a dit parfois un peu plus petits, mais parfois très grands. Fait que socialement, on doit quand même repartager l'objectif, la nécessité là, de la connectivité. Puis, d'une part, mais ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est la deuxième partie de ta présentation sur les co-bénéfices. Je pense que c'est là qu'on s'en va dans la discussion, c'est étant donné tous les bénéfices qui sont dans les autres secteurs d'activité qui impactent le territoire, le tourisme, l'agriculture, la foresterie, la sécurité routière. Bon, moi, je connais beaucoup la mobilité. Effectivement, ça doit être des coûts, tu les as dit, qui sont faramineux. Comment là, on fait bien les ponts entre dans la compréhension des dossiers pour qu'on puisse s'inscrire à une stratégie globale en aménagement du territoire là, qui ne porte pas spécifiquement sur la conservation ou la connectivité? Comment on peut inscrire des mesures, des cibles, des indicateurs, des programmes qui vont être gagnants-gagnants, comme tu l'as dit, qui ont des co-bénéfices à la fois en soi pour la connectivité, mais à la fois aussi pour les autres secteurs d'activité. Alors, ça, je lance ça dans vos têtes parce qu'on passe à la période de discussion. Alors, ce que je vous rappelle simplement comment je vous propose que ça fonctionne. Donc, une table ronde, hein, on essaie de se construire ensemble une compréhension de qu'est-ce qui devrait être inscrit à la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire dans le thème qui nous intéresse aujourd'hui, mais vous pouvez avoir des réflexions plus larges. Alors, puis je vais inviter les gens qui veulent prendre la parole à utiliser la fonction « lever la main », puis je vous invite à prendre la parole à l'écran à tour de rôle. Je vais diriger les tours de parole. Et voilà, les panélistes, donc si vous recevez des questions, je vous invite à prendre des notes. Puis peut-être que je fais un tour de table avant de revenir vers vous. Si vous avez, donc, pour y répondre à quelques interventions du coup. Donc, à la fois des questions, des commentaires, des réflexions. Puis, voilà, je pense qu'on serait rendu. Est-ce que déjà dans la salle, il y aurait des gens qui seraient prêts à briser la glace? Puis, s'il n'y en a pas, je vais aller voir aussi dans l'outil de conversation. Alors, vous pouvez utiliser le lever la main qui est dans les réactions. Alors, je vais simplement aller lire en même temps. Alors oui, donc j'ai trois personnes qui lèvent la main. Merci beaucoup. Donc, je vais les prendre dans l'ordre que j'ai vu. Donc, je vais donner d'abord la parole à Yves Bédard, ensuite à Isabelle Sayer, puis à Annick Courval. Alors, Yves. Oui, est-ce qu'on m'entend? Très bien. Donc, moi, je suis Yves Bédard, je suis un retraité du ministère des Transports. J'ai travaillé beaucoup sur les passages phoniques dans le cadre de la 175. Il y a un élément qui a été mentionné tantôt dans l'importance de donner à la responsabilité au MRC, entre autres, d'établir les corridors et d'avoir des politiques pour les protéger. Mais mon expérience à moi, je travaille beaucoup avec la MRC dans le cadre de l'OBV, mais je ne crois pas que les MRC aient l'expertise et puis les ressources pour s'embarquer dans un projet comme ça, parce que c'est quand même complexe, là, établir un corridor. Les méthodes sont souvent un peu élaborées, puis je pense que de leur donner la responsabilité de les protéger, oui, mais de les identifier, je pense que c'est un autre monde. Pour eux, ça risque d'être assez difficile, là. En tout cas, ce que j'en perçois, moi, je suis dans la MRC de Lotte-Binière. C'est une petite MRC, là, puis il n'y a pas tant d'expertise au niveau de cette MRC-là. Là. Ils sont déjà pris dans les protections des milieux humides, là, puis ils sont un peu débordés, là. Ça, c'est un commentaire. Puis un autre élément, on a parlé beaucoup du ministère des Transports, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ce qui est important dans le cadre du ministère, justement, qu'il y ait une réflexion plus globale, parce que là, il s'est fait des choses quand même dans ce ministère-là.
mais que ça vienne d'en haut pour que les obligations de tenir en compte des corridors soient égales dans toutes les régions, parce que vous savez que chaque région est un petit royaume, hein? Et puis, pour s'assurer que toutes les régions ont les ressources, puis se sentent l'obligation de maintenir ces corridors-là, il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne d'en haut. Parce que dans tous les projets du ministère, c'est très important que ces préoccupations-là arrivent en amont pour que les infrastructures se fassent dans le cadre des chantiers. Les coûts sont tellement plus bas quand c'est à l'intérieur d'un chantier majeur que de réintervenir après coup pour corriger des choses qui ont été pas bien pensées, là. Alors ça, c'est un élément super important. Alors, je n'en dirai pas plus long parce qu'il y en a d'autres qui veulent parler. Merci Yves, très intéressant, hein. Puis moi, je trouve que vos deux commentaires se complètent à la fois de dire, bon, est-ce que les MRC ont les ressources nécessaires pour arriver là, dans les enjeux autour des routes? Nous, la question, c'est est-ce que est-ce que ça devrait être eux, ça devrait être autres, qui devraient avoir la responsabilité dans tous les enjeux d'aménagement du territoire, là? On se pose la question, est-ce que la MRC a le bon niveau? Puis à la fois, vous parlez aussi des interventions équitables partout sur le territoire. Donc, pour moi, c'est un peu la même question. À qui devrait avoir les capacités d'intervention et surtout le regard critique du public, hein? Parce qu'encore une fois, on est à la recherche d'une vision pour notre territoire québécois. Donc, je fais juste le résumé dans mes mots pour les conférenciers. La parole serait à Isabelle Sayer. Merci pour vos conférences extraordinaires. Vraiment, j'ai appris tellement de choses. J'ai plusieurs questions, en fait, puis je ne sais pas comment les formuler, fait que je vais voir comment ça sort. Je me demandais, premièrement, pourquoi est-ce qu'on n'essayait pas vraiment d'innover vu la crise écologique mondiale puis l'effondrement de nos systèmes qui maintiennent la vie, qui dure depuis 4 milliards d'années? Pourquoi est-ce qu'on ne renverse pas le fardeau de la preuve pour essayer de pas... en fait, que ce soit des corridors non écologiques qui existent, puis que tout le reste soit écologique, et qu'on doive justifier, avant de fragmenter pour quelque développement que ce soit dans le futur, en quoi ça ne va pas atteindre à notre commun. Donc, qu'on voit ces écosystèmes-là qui servent les êtres vivants non humains, mais qui servent aussi les activités économiques humaines et les humains. Donc, c'est comme un commun qu'on partage et qui a une valeur. Pourtant, le développement ne considère pas cette valeur-là quand il va oblitérer pour faire un développement. Puis aussi, pourquoi est-ce que si tout ça dure depuis l'arrivée des Européens, on ne remet pas en question cette suprématie-là, comme vous avez dit, des petits royaumes, puis de l'État qui s'est imposé, puis qu'on ne revoit pas vers les Autochtones comme gardiens du territoire pour avoir leur savoir, puis revoir un peu la gouvernance de cette façon-là. Merci Isabelle, je pense qu'on a bien compris votre intervention. Fait que vraiment, là, intéressant de... Est-ce qu'on nomme les choses de la bonne façon, là? Est-ce qu'on ne devrait pas les nommer à l'inverse? Je vais donner un autre exemple qui est dans un autre secteur. Quand il y a une rue qui est remplie de piétons, on dit que la rue est fermée, alors que pour moi, la rue est ouverte, hein? C'est un peu ça. Est-ce qu'on ne devrait pas changer notre façon de nommer les choses, puis de parler aussi du fardeau de la preuve? Quelque chose qu'on peut mettre sur la table. Il y a beaucoup de mains qui sont levées, je suis super content. Alors, je vais prendre une troisième prise de parole, puis après, je vais retourner faire un tour auprès des conférenciers. J'avais dit que la troisième prise de parole, c'était Annick, je crois. Voilà, Annick, c'est à vous. Bonjour, Annick Tourant, municipalité de Saint-Zotique. Nous, on est très proactifs en environnement dans notre municipalité. On est au sud-ouest complètement du Québec. On est aux abords de l'Ontario et on est aux abords du fleuve Saint-Laurent. Et puis, nous, notre principal obstacle, c'est vraiment l'aspect monétaire. La plupart des propriétaires terriens, des aires qu'on devrait mettre dans le corridor écologique, c'est des propriétaires privés. Et puis, c'est comme difficile là, d'aller les chercher pour mettre en conservation puisque c'est vraiment le volet économique là, qui rentre en ligne de compte. On a fait différentes interventions. Oui, la MRC a mis le corridor vert-bleu en branle, mais il y a beaucoup de liens qui sont brisés aussi avec les autres municipalités. Donc, il faudra avoir de l'argent pour recréer ces liens-là, reboiser, etc. Donc, je pense que le gros de la question, c'est vraiment l'aspect financier, là. Merci beaucoup, Annick. Alors, on a trois commentaires assez précis. Je pense que je vais faire un tour auprès de Michel et Mélanie. Ensuite, on va prendre les autres mains qui sont levées. Mélanie, ton micro est ouvert. Vas-y. Oui. Ben là, ça, en même temps,
y a tellement de propos qui peuvent être répondus aux commentaires qui ont été amenés. C'est vrai que d'un point de vue, nous, ce qu'on constate là, dans les interactions avec les municipalités, bien, la richesse, elle est souvent perçue au travers le spectre du revenu, des revenus en argent sonnant et des futurs nouveaux revenus potentiels, au lieu de d'emblée considérer les milieux naturels comme une richesse dans laquelle on ne devrait pas puiser jusqu'à épuiser le capital afin qu'il ne puisse plus générer d'intérêt. J'utilise un langage financier pour répondre à la question. Mais il y a un paradigme, effectivement, qui est assez triste de ce côté-là. Je n'ai pas la solution à ça, mais il faut vraiment revaloriser toujours cette richesse-là naturelle dont on dispose sur les territoires. Je pense que la pandémie a été une bonne occasion d'une prise de conscience auprès de pas juste des citoyens, mais aussi des élus, de à quel point il est fondamental que les gens aient accès à des milieux naturels un peu partout. Donc, ça, c'est une chose. Puis là, j'oublie les propos des autres. Oui, en fait, pour poursuivre dans l'esprit du commentaire de Yves, il a tout à fait raison. Bonjour Yves, pour la peine de te saluer, mais tu as tout à fait raison que ça ne doit pas être des gestes isolés et sur le bon vouloir d'un territoire, mais effectivement, il faut un signal clair d'en haut et c'est ce qu'on espère du gouvernement du Québec et pas juste d'un ministère ou d'un autre, mais que ça vienne vraiment d'une directive centrale afin que tous les ministères concernés soient touchés, que dans toutes les régions, on aille vers cette prise en compte-là de la connectivité. Puis en fait, on parle aussi d'aspects financiers puis des coûts, mais ce qui coûte le moins cher, c'est de ne pas détruire les milieux naturels à des endroits stratégiques. Nous avons maintenant les connaissances, la science, les outils pour identifier les sites prioritaires. Donc, l'exercice, par exemple, a été fait dans la classe des Basses-Terres du Saint-Laurent. Même sur notre territoire, on a identifié tous les corridors naturels. Donc, au lieu de continuer à développer un peu partout, puis après considérer de la revitalisation, de la création de nouveaux corridors, il faudrait vraiment qu'en priorité, tout de suite, on ait un réflexe de protéger la connectivité existante et également de la restaurer à certains endroits. Mais maintenir la connectivité, ce n'est pas ça qui coûte cher. C'est un geste d'investissement et c'est une action, en fait, qui crée de la richesse. Réflexe connectivité, je pense que ce qu'on va retenir, Mélanie, c'est vraiment une belle idée. Michel, est-ce que là-dessus, tu voulais, sur les 3 interventions, là, est-ce que tu voulais nous amener des éléments? En fait, je voulais revenir sur les propos d'Isabelle. Je trouve ça intéressant de renverser la question, de changer complètement notre fusil d'épaule. Je ne sais pas comment faire, par exemple, parce que c'est un vaste programme, mais juste des fois, dans notre vocabulaire, de changer, des fois, ça peut amener des changements après coup. Donc, peut-être que de renverser le fardeau de la preuve, c'est une expression qui est intéressante à cet aspect-là, juste pour l'aspect linguistique ou philosophique de l'affaire. Je pense que c'est intéressant. Quand on parle de gouvernance aussi, moi, quand je regarde un exemple qui est toujours frappant, quand on regarde à vol d'oiseau la grande région de Montréal, là, on voit le plus de vert, c'est sur le territoire de la communauté Mohawk. Hein, c'est là où il reste encore beaucoup de vert. Une question de gouvernance là-dedans, mais faites l'exercice là, après la rencontre, là, juste pour le plaisir, là, allez sur Google Maps, regardez où est-ce qu'il reste du vert en quantité importante dans la région de Montréal. C'est là qu'elle se trouve. Donc, il y a peut-être des leçons à tirer de ça aussi là, en termes de gouvernance, de gestion de territoire. Merci, Michel. Puis, je vais passer la parole à Catherine, mais simplement dire, effectivement, dans tout ce qui est des interventions avant ou après qui peuvent coûter plus cher, je fais un lien avec les grands besoins de logement qu'on entend parler dans les villes. Puis, on l'a bien vu sur les cartes que tu nous as présentées, Michel, comment on identifie les sites d'implantation des habitations de nos villes, alors qu'on doit construire du logement dans les prochaines années. Comment on applique le réflexe connectivité
Dans le fond, alors que nos villes continueront de s'étendre encore quelques années là, selon les projections démographiques. C'était peut-être pas là-dessus, Catherine, que tu voulais intervenir, mais je te laisse quand même. Je laisse la question sur la table. En fait, c'est pour compléter les réponses mentionnées par Mélanie et Michel. Au niveau de, il y avait Yves a mentionné, si je ne me trompe pas, là, un peu est-ce que les MRC et les municipalités ont la capacité de venir identifier leur corridor, de venir prioriser leur milieu d'intérêt. Puis, justement, dans l'initiative corridor écologique, on a cet aspect-là d'accompagnement et de formation auprès des MRC municipalités. Puis, une des demandes faites tout à l'heure, c'est de reconnaître le rôle des organismes de conservation parce que, justement, c'est notre expertise de venir prioriser les milieux naturels, de venir identifier c'est quoi les milieux naturels d'intérêt, puis de venir identifier les corridors écologiques, fait qu'on peut jouer un rôle clé au niveau justement de l'accompagnement puis de la formation des MRC municipalités, entre autres. Aussi, avec la question des Premières Nations, je trouve ça vraiment important, là, cette intervention-là. Effectivement, les Premières Nations doivent être mis de l'avant quand on parle de conservation des milieux naturels. Il y a un grand rôle à jouer. Puis, au niveau de l'initiative, on est justement en discussion sérieuse avec l'Institut du développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador pour voir comment on peut soutenir des initiatives des Premières Nations et s'assurer de favoriser là, ces initiatives-là au niveau des pas gestionnaires de territoire, je ne me souviens pas le terme, mais effectivement, c'est un élément clé là, à tenir en compte là, quand on parle de conservation. Je vais m'arrêter là, Philippe. Merci, Catherine. Alors oui, ben voilà, il y a encore 5 mains levées, donc on va prendre un autre tour de parole, les commentaires dans la salle. Si jamais vous voulez aussi relancer sur des commentaires qui ont été faits avant, n'hésitez pas. Là, je suis vraiment désolé, je n'ai pas vu dans l'ordre que les gens ont levé la main. Je pense que j'ai vu Aurore en premier, donc je vais dire Aurore, ensuite Adèle Hébert, René Gagnon, Janie Lavoie et Nathalie Grimard. Aurore, la parole est à toi. Oui, bonjour à tous. Merci pour ces interventions. Je voulais un petit peu, César, appuyer aussi un peu l'idée d'une vision d'ensemble qui est importante, puis dès aujourd'hui, dès le long terme. Puis je vais apporter un petit peu la voix des régions éloignées aujourd'hui. C'est ça, moi, je charge de projet donc, au Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis je trouvais important de rappeler, on va dire, entre guillemets, de ne pas tomber dans le piège de l'abondance. Quand on est dans des régions éloignées, on se dit qu'on en a du territoire, puis on est dans une grosse matrice de territoires publics, par exemple. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est 85% de terres publiques. Et de ne pas tomber dans ce piège-là, de se dire qu'on en a du potentiel, on a le temps, le développement, l'étalement urbain, c'est aussi un problème actuel. Donc, je voulais quand même amener ce point-là, notamment face dans une optique de changement climatique et d'usage des terres. Si on regarde les prévisions climatiques actuelles, le potentiel agricole ou l'usage des terres aussi est amené à changer. Donc, dans 50 ans, le paysage ne sera pas le même non plus. Puis c'est maintenant qu'il faut le prendre en compte, en fait, pour la connectivité actuelle. Donc, je vous remercie d'avoir cette vision à long terme, puis d'intégrer ça au niveau vraiment d'une vision gouvernementale générale. Puis je rajouterais juste un petit point aussi, une petite question sur justement comment est-ce qu'on peut envisager ou mesurer l'apport peut-être de pratiques plus durables dans certains secteurs d'activité, justement agricoles et autres, où ce n'est pas un territoire protégé en tant que tel, mais parfois une certaine portion de territoire ou certaines pratiques qui contribuent quand même à un maintien de la diversité, puis comment ça, on peut l'intégrer ou le mesurer dans le futur. Ce sera une question peut-être pour plus tard, si quelqu'un veut y répondre. Merci. Merci, Aurore. Merci du rappel régional. Donc, moi, je le retiens. L'étalement urbain est aussi un phénomène dans les régions, dans les plus petits milieux, selon les choix qu'on peut faire sur le territoire. La parole serait à Adèle. Il faudrait juste ouvrir votre micro, s'il vous plaît. OK. Voilà. Alors, ma question serait pour Mélanie. Mélanie, j'ai des coups de cœur à chaque fois que je vois un cerf mort sur le côté de l'autoroute ou sur une route secondaire. J'ai vu un petit bébé dernièrement mort, écrasé. Je me demandais où on en était suite à l'étude qui avait été faite sur l'autoroute 10, c'est-à-dire l'autoroute des Cantons de l'Est, à savoir qu'on pouvait construire un passage pour éviter de prendre l'autoroute, soit par-dessus ou par-dessous l'autoroute,
On avait fait une étude assez poussée à savoir où étaient les lieux qui étaient préférés par les animaux pour traverser l'autoroute. Est-ce qu'il y a un progrès de ce côté-là? Est-ce que le gouvernement montre des signes d'intérêt à continuer et à aller jusqu'au bout de construire cette, excusez l'expression anglaise, là, overpass ou underpass? J'aimerais bien savoir où on en est là-dessus parce que moi, j'en ai ras-le-bol de voir des animaux morts sur le bord de la route. On en voit, c'est incroyable. Et à tous les fins de semaine, j'en vois et j'en ai le cœur brisé. Merci de me laisser savoir où on en est maintenant. Merci Adèle. Alors, peut-être dans la réponse, Mélanie, je t'inviterai à faire un commentaire là, qui est en lien avec la discussion et nos grands objectifs là, pour la stratégie nationale en urbanisme. Peut-être pas simplement sur ce projet-là, mais tu nous as parlé beaucoup de sécurité routière, alors peut-être un peu faire le pont là, sur comment on peut régir tout ça. Puis j'en profite pour vous lire un commentaire qui est dans l'outil de conversation parce qu'on dit que c'est intéressant de nous entendre parler de l'importance de l'implication des municipalités, mais paradoxalement, on se tourne souvent vers les ministères pour l'expertise et le cadre de gouvernance. Est-ce qu'on ne devrait pas outiller le milieu municipal? Moi, c'est la question que j'avais quand Yves nous a parlé tantôt. Est-ce qu'on ne devrait pas outiller le milieu municipal avec des liens forts avec les organismes en conservation pour identifier, mettre en valeur le patrimoine biologique? Il faudrait financer les professionnels de l'aménagement au niveau local autrement que par les taxes foncières. On revient à la question du financement. Bon, on a beaucoup de sujets sur la table. Alors, j'avais dit en troisième René. Je pense qu'après ça, on va essayer de répondre à quelques interrogations qui sont sur la table. René. Oui, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation, puis merci au présentateur. C'était très intéressant. Là, j'avais plusieurs points. D'abord, pour revenir à le commentaire d'Isabelle, j'étais assez d'accord avec elle, mais moi, je l'exprimais peut-être d'une autre façon, dans le sens que on devrait, en tout cas, je sais que c'est très philosophique, là, qu'on n'est pas rendu là dans notre démarche de société, mais stopper le changement d'usage du territoire, tu sais. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que quand on fait de la conversion d'usage, quand on met une ville, quand on met des maisons, c'est dur de revenir en arrière. Donc, c'est un peu dans ce sens-là de dire de faire notre développement sur où on a déjà transformé le territoire, donc de protéger, ça revient un peu à dire un corridor de développement pour on laisse le reste tranquille. C'est une façon que je suis assez en accord, surtout dans les territoires là, où on est très, très bas en termes de superficie de milieu naturel, de pourcentage, mais c'est aussi ça, c'est qu'on reproduit un peu les mêmes chaînes dans les territoires peu développés où il y a beaucoup de territoires, mais on est encore à gruger dans d'autres territoires. Je vous invite, s'il y en a qui ne l'ont pas écouté encore, de visionner La Terre à ses limites. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Reportage de la NBC là, sur chercheur suédois qui a analysé 9 indicateurs, puis notamment la biodiversité, où on est pas mal, le point de rupture est pas mal atteint. C'est pas tellement positif, mais il y a des solutions, mais donc c'est ça, c'est le point. Le deuxième point que je voulais, oui, je suis aussi d'accord là, avec le commentaire que les municipalités doivent peut-être avoir un devoir d'obligation pour que ce soit juste volontaire, là, le fait de protéger ses corridors, sa connectivité et les milieux naturels. Puis le troisième point, c'est au niveau de l'appellation. Moi, corridor, je modifierais ça parce que moi, je suis dans le Haut-Richelieu, le trou de beigne, là, où il n'y a à peu près rien. Là. Il nous reste à peu près 10% de couverts forestiers. Fait que corridor, là, nous, ça ne parle pas bien à notre milieu. De toute façon, c'est à peu près utopique de penser qu'on va reconstruire des corridors. Fait qu'on on n'est pas là dans les corridors. Par contre, on a des milieux naturels où la biodiversité, c'est le hotspot. Il y a des espèces qu'on a juste ici, là, même au niveau canadien. Fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? On oublie ça. Moi, j'aimerais ça qu'on parle plus de réseau de connectivité. Parce que réseau c'est ça, corridor, là, on voit un lien, on voit un tracé, on voit quelque chose de linéaire. Les agriculteurs ont ça en horreur aussi. Je pense que quand tu lui parles de notion de corridor, il va être tout de suite, tu passes dans ma ligne de l'eau, tu passes dans mon ruisseau, tu passes dans mon fossé. C'est moi qui vais être impliqué. Fait que peut-être qu'on devrait commencer à changer notre vocabulaire. Tantôt, on parlait peut-être parler plus de réseau de connectivité, parce que dans un territoire comme le Haut-Richelieu, le principe du pas japonais est intéressant. Fait que nous, c'est plus vers ça qu'on veut aller dans notre connectivité, c'est de protéger les quelques spots qui nous restent intéressants. Puis bon, peut-être dans 10, 20, 40 ans, on fera des corridors fonctionnels, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Une bande riveraine de 1 mètre, c'est déjà
un gros défi. Donc, il y a quelques petits projets, mais il me semble que la notion de réseau offrirait plus de possibilités dans les territoires très morcelés. C'est l'essence de mon intervention. Merci, René. Je trouve intéressant que, justement, on a parlé du travail que vous faites sur le terrain qui est de identifier et faire revivre la connectivité dans les milieux qui ont été envahis. Mais là, on aura en 2022 une stratégie sur l'aménagement du territoire et tu as parlé d'un stop à la conversion, en fait. Là. Est-ce qu'il doit y avoir un avant-après, là, comme on l'a peut-être déjà essayé de le faire pour le territoire agricole, que ça a fonctionné à plusieurs endroits, pas partout, mais quand même un peu. Est-ce qu'on est rendu à cette étape là, pour les milieux naturels? Puis je reprends l'expression d'Isabelle, le fardeau de la preuve. Est-ce qu'on devrait parler plutôt des milieux non connectés que d'avoir le fardeau sur développer des milieux connectés? Alors, j'essaie un petit peu de nous amener vers un entonnoir. Donc, notre vision qu'on cherche, c'est un mot aussi qui a été utilisé par Aurore, puis des orientations gouvernementales, c'est un mot qui a été utilisé par Marie-Lou dans l'outil de conversation. Donc, une vision, stop à la conversion. Puis également, on a parlé beaucoup de formation locale des professionnels, autrement que par les taxes foncières. Alors, je ne sais pas si sur les éléments là, que je viens de résumer en mes mots à moi, vous aimeriez répondre, Michel et Mélanie, puis sinon, je vais peut-être prendre une question supplémentaire. Est-ce que vous seriez prêts à avoir des commentaires là-dessus? Mélanie? Moi, j'avais envie juste de réitérer un aspect que j'amène de temps en temps, mais tu sais, on revient beaucoup à la question financière avec les municipalités. Dans les commentaires, il y a des trucs par rapport à ça qui ressortent, mais je pense qu'on serait vraiment rendu à avoir une fiscalité positive au Québec de la conservation puis de la protection des milieux naturels, plutôt que ça soit quelque chose qui a des impacts, que de protéger la nature, ça a des impacts négatifs pour les municipalités. C'est quand même, il est là le frein. Alors, il faudrait vraiment mettre en place des incitatifs fiscaux pour les municipalités de ne pas atteindre le seuil de 30 % ou de reculer ou de peu importe là, comment on le formulera avec le réseau écologique. Mais je pense qu'il y a une clé importante à ce niveau-là. Puis je sais que c'est un gros chantier, puis je sais que réouvrir le pacte fiscal, ça fait peur à tout le monde. Mais tant qu'on n'osera pas aborder ça, on va faire du surplace. En fait, ce n'est pas vrai. On va continuer de reculer parce que c'est ça la situation actuellement. Fait que, effectivement, il faut attaquer ça de front avec beaucoup de courage. Puis, un dernier mot sur les orientations gouvernementales. C'est dommage parce que il y avait une mouture des orientations gouvernementales qui avait été travaillée et qui intégrait vraiment beaucoup d'aspects par rapport à la biodiversité puis à la connectivité. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais ils ont été mis un peu sur la glace ou sous le tapis avec l'arrivée du nouveau gouvernement. Donc, je pense qu'il y a lieu de les ressortir et de demander à ce qu'elles soient remises en circulation. Et Adèle, je te reviendrai dans un autre contexte pour te faire un beau suivi sur le projet Autoroute 10, mais je ne veux pas prendre de la place d'antenne aujourd'hui sur ce projet-là, mais je partage tes préoccupations et je t'en parlerai avec plaisir. Merci, Mélanie. Michel? Sur l'aspect de gestion territoriale, on l'a évoqué dans plusieurs interventions. C'est vrai que je pense que ça nous prend un niveau d'intervention qui est celui du provincial, parce que dans certains cas, on le voit là, dans la communauté métropolitaine de Montréal, par exemple, il y a des municipalités qui travaillent avec le PMAD, c'est un plan d'aménagement métropolitain. Et dès alors ils ont des contraintes là, au développement, ils doivent privilégier, par exemple, non pas du résidentiel, des bungalows, mais plus des habitations à haute densité, des projets comme ça. Et aussitôt qu'on sort de la CMM, de l'autre côté de la frontière, là, c'est encore le Far West où des citoyens qui sont juste de l'autre côté de la frontière profitent encore de taxes qui sont peu élevées, de réglementations qui sont assez souples quant au développement. Donc, on le voit, là, il va toujours avoir une frontière comme ça à la mesure qu'on va déplacer un territoire urbain. Donc, je pense que ça prendrait une décision qui est plus nature gouvernementale pour ce genre de choses-là, parce que, par exemple, dans la Naudière, pour citer la région où on travaille, on le voit très clairement où sont les frontières
du PMAT, là, de la communauté métropolitaine, puis où les territoires se développent très, très, très rapidement, sans que ça se développe tellement vite, des fois qu'on se retourne de côté, puis oups, il y a un morceau de forêt qui est parti sans que... On était là la semaine d'après ou la semaine d'avant ou à peu près. Là, je caricature, mais c'est presque ça. Là, ça disparaît à vitesse grand V. Donc, pour éviter ce genre de choses-là, je pense que ça prendrait un palier supérieur pour l'aménagement. La discussion est la bonne, je crois, là, actuellement. C'est intéressant ce que tu nous dis, Michel, parce que, sans le nommer explicitement, donc tu dis que l'outil PMAD, donc le Plan métropolitain d'aménagement et de développement, fait son œuvre sur son territoire. Puis dans le fond, je ne veux pas te donner des mots que tu n'as pas dit, mais je vais le dire moi-même. Donc, a des réussites à la fois en densification puis à la fois en conservation. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin du regard à l'échelle du territoire québécois ou à tout le moins du territoire habité. Et donc, des orientations vraiment gouvernementales. Puis, Mélanie a dit le mot qui fait peur, le pacte fiscal. Hein? Effectivement, on doit revoir un peu comment on finance les activités sur le territoire, à la fois pour les municipalités, mais également là, pour tous les enjeux de connectivité. C'est très intéressant qu'on arrive à ça. Là. On commence à se donner des idées, des pistes de vision puis d'objectifs à se donner dans une stratégie nationale. C'est super le fun que vous participiez. Il est déjà 13h10. Alors, je vais prendre les 4 mains levées avec, s'il vous plaît, des interventions assez courtes, puis pour terminer à l'heure prévue. Alors, c'est Janie, je pense que j'en ai 3 levées. Janie, Nathalie, puis ensuite Michel. Janie, c'est à toi. Oui, bonjour. M'entendez-vous? Ça va très bien comme ça. OK. Ben, j'ai fini par écrire un mot dans le chat. C'est au sujet d'un projet de méga hôpital à Gatineau qui détruirait un corridor qui s'appelle le corridor Champlain. Et c'est ça, moi, en ce moment, il y a une page Facebook, là, c'est les amis de la forêt du corridor Champlain qui se sont coalisés, mettons. Et puis, on dirait qu'on essaye d'organiser quelque chose, mais la conjoncture, tu sais, c'est l'été, puis il y a la CCN, la Commission de la capitale nationale du Canada, qui est propriétaire de la plus grosse partie, mais il y a aussi un golf, il y a aussi la ville de Hull. Donc, il y a 3 paliers de gouvernement impliqués. C'est ça. Quand j'ai vu que Mme Monticone disait qu'elle faisait un peu de coaching dans ce genre de lutte, là, j'ai vu que j'ai une réponse, là, que je devrais contacter le réseau de milieux naturels protégés. En tout cas, je vais... Mais aussi, c'est qu'il y a 2 cultures. Il y a les anglophones puis les francophones. Puis en tout cas, on dirait qu'il faudrait tellement qu'il y ait comme un genre de front commun assez rapidement, mais on dirait que justement, cette question des corridors n'est pas encore très connue. Puis, OK, Mme Monticone, merci. Je vois qu'elle m'a envoyé son adresse courriel. En tout cas, bref, on s'entend pour dire que c'est des enjeux hyper importants, mais c'est de s'organiser, Et puis, juste pour dire que le pacte fiscal, que le fait que les municipalités dépendent tant des taxes foncières, puis voient donc d'un bon œil des développements qui se font souvent dans un clin d'œil, comme disait monsieur qui a parlé, là. Eh bien, ça, c'est un problème. Puis, je me souviens, je veux juste finir là-dessus que Lise, voyons, la grande... Lise qui faisait la télé, puis qui était au PQ. En tout cas, aidez-moi. Madame Payette. Oui, mon Dieu. Lise Payette avait dit, quand on crée une loi, c'est important qu'elle soit indétricotable. Ça m'avait toujours frappé. Je me dis, quoi que ce soit qui soit fait, il faudrait que ce ne soit pas sujet au changement qui se passe lors des élections, puis on balaye du revers de la main une telle nouvelle loi ou un tel nouveau règlement. Voilà. Bien, merci, Mme Leroy. Effectivement, dans la région de l'Outaouais, vous avez un enjeu de gouvernance qui est très particulier. Puis là, je ne veux pas diminuer l'impact du projet dont vous parlez, mais pour moi, ça résonne des choses qui peuvent se vivre partout au Québec. Là, il y a des infrastructures publiques. Là, on s'en va dépenser pour des grandes infrastructures pour la collectivité, les hôpitaux. Et est-ce qu'on les a mis au bon endroit là, pour à la fois, non seulement pour desservir la population, mais pour
préserver la connectivité, ces choses-là. Donc, il y a une responsabilité de l'État, là. On touche à quelque chose de très, très, très important. Ça se vit ailleurs, que ce soit par des hôpitaux ou d'autres, des écoles, les nouvelles écoles actuelles, est-ce qu'elles sont toutes bien situées, les nouvelles, même les fameuses lab écoles? Alors voilà, je pose la question. Nathalie, parole est à vous. Oui, bonjour, Nathalie Grimard de la MRC Brome-Missisquoi. Nous, de notre côté, comme les autres MRC du Québec, on est à faire le plan régional sur les milieux hydriques et humides. De notre côté, les élus, comme on était aussi à amorcer la révision du schéma d'aménagement, ont souhaité intégrer l'ensemble des milieux forestiers également. Et parallèlement à cet exercice-là, on trouvait important d'aborder la connectivité. Donc, avec Corridor Appalachiens, là, notamment, là, on est à travailler à une stratégie de connectivité. À ce stade-ci, ça a été nommé là, par plusieurs, mais ultimement, c'est comment ou concrètement, comment on va être en mesure au niveau régional d'assurer la pérennité de ces corridors ou même de ces réseaux de connectivité-là s'il n'y a pas de vision provinciale un peu plus large et plus grande. Moi, je vois ça un peu comme le réseau routier dans le sens où ça prend un réseau supérieur de corridors écologiques qu'on soit en mesure de maintenir à l'échelle du Québec. Puis par la suite, même principe que les réseaux cyclables, si on veut aussi, d'avoir des réseaux par la suite qui sont extra-régionales, puis après intra-régionales, qu'on peut moduler, mais il faut absolument qu'il y ait une vision claire au départ, puis des orientations gouvernementales sur lesquelles c'est plate à dire, mais les élus de notre côté, je les considère très ouverts par rapport à ces enjeux-là, puis sont très proactifs. Mais ça reste que ça va reposer sur leur bonne volonté, puis jusqu'où ils vont être prêts à aller versus quand on a collectivement à l'échelle du Québec des objectifs communs, bien, c'est pas mal plus facile de dire c'est de la faute du gouvernement, on n'a pas le choix, tout le monde ensemble d'y arriver. Puis l'autre élément très, très, très important qui a été nommé, c'est la fiscalité, parce que de notre côté, on est assez bien nantis en frais de milieu naturel, ce qui fait en sorte que c'est, oui, un atout, oui, c'est pourquoi on est très attractif aussi pour de nouvelles populations, mais également pour des pressions de développement, notamment de la villégiature, vous l'aurez compris. Puis les municipalités, les maires, ce que j'entends, c'est pas qu'ils sont contre le fait de dire on va vouer certains territoires soit à des fins de conservation pure et dure ou à des conservations de différents niveaux où il y aurait conciliation d'usage. C'est le fait d'être dans le sud du Québec, pratiquement les seuls à subir les contrefaits fiscaux de ça. Parce que si c'est une volonté québécoise de dire on va atteindre 20 d'air protégé ou d'atteindre le 30 de milieux naturels, bien, il ne faut pas que ce soit seulement la municipalité qui, en bout de ligne, elle est déjà à 90 en milieu naturel qui fait la facture. Fait que c'est, de notre côté, là, c'est vraiment ça que je sens. Puis là, je vois la mise en œuvre de la stratégie de connectivité arriver. Puis j'espère qu'on va être capable d'aller assez loin, mais honnêtement, cet enjeu-là est très, très, très présent. Merci, Nathalie. Merci de nous ramener là, sur l'importance là, de la vision québécoise, de la vision commune. J'aime beaucoup le parallèle parce que c'est écrit dans le plan stratégique du ministère des Transports qu'il a un réseau routier supérieur stratégique. Je pense que c'est le terme utilisé. Donc, ça se peut de déployer une vision à l'échelle de tout le territoire. Pourquoi pas la même chose, effectivement, au niveau de la collectivité. Michel de Coabord a la main levée, puis ensuite, je vois Annick, je pense qu'elle est déjà intervenue, mais peut-être pour une dernière courte intervention. Michel. Oui, bonjour. Je vais juste faire une petite... Est-ce que vous m'entendez, oui? Oui, ça va bien. Bon, OK. Alors, je vais juste faire une petite intervention pour faire la promotion des OBV, en fait, des organismes de bassin versant, pour mentionner que ces organismes-là, d'abord, sont au service de la population et ils ont, par définition, une bonne connaissance du territoire. Et ce que j'ai remarqué, que j'ai mis d'ailleurs comme commentaire écrit, c'est que les corridors de connectivité naturelle, souvent, ils vont suivre les cours d'eau, les petits cours d'eau, les ruisseaux, les cours d'eau un petit peu plus gros. D'ailleurs, sur la carte de la ville d'Austin qui a été présentée, j'ai regardé le corridor naturel, c'est là où il y a un cours d'eau. Alors, c'est relativement facile
d'identifier les petits espaces, puis ça, c'est au service des municipalités et du milieu agricole. C'est des espaces qui n'ont pas besoin d'être si grands, mais qui, s'ils sont bien protégés, s'ils sont bien aménagés, puis s'ils sont bien, des fois, renaturalisés, parce que des fois, ils ont été enfouis. Alors, même dans les municipalités, il y a moyen de faire quelque chose. Alors, il faut travailler au plan national, au plan régional, bon, à tous les niveaux. Mais je voulais juste mentionner que dans certains cas, il y a moyen de faire des avancées avec peu de moyens, mais en utilisant les organismes, les outils qui sont à notre disposition. En tout cas, dans le cas du Covabar, on a beaucoup de contrats maintenant. On fait des chantiers. On a développé ça, des contrats de collaboration avec les MRC et les municipalités et avec le milieu agricole. Puis, ça a pas mal de succès. Alors, dans vos secteurs, dans vos régions, si vous avez des problèmes, allez brasser un peu votre OVB. Ils ont des ressources. Et puis, s'ils n'en ont pas, bien, il faudra qu'ils en trouvent. C'est leur responsabilité. C'est la mission des OVB. Merci, M. Sainte-Marie. Merci de nous rappeler cette échelle là aussi de compréhension du territoire, celle des organismes de bassin versant, parce que, comme nous a dit Nathalie, il y a des frontières municipales là, qui se parlent parfois mal, mais donc là, c'est une échelle de planification pour laquelle il y a une intelligence là, de la compréhension du territoire. Puis Mélanie nous dit que parfois, même pour certaines espèces fauniques, ça prend même des échelles de planification beaucoup plus larges. Donc, on revient là à la question de où doivent être les orientations, où doit être la gouvernance, la vision. Il y a une nouvelle main qui s'est levée, Pascal, qui n'a pas pris la parole avant. Donc, ça va être les deux dernières interventions, Pascal, puis une courte deuxième intervention de la part de Annick. Alors, Pascal. Oui, bonjour tout le monde. Merci. Oui, moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Nathalie Grimard. Moi, je travaille à la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon, donc en Nouvelle-Beauce, à côté de Lévis, dans la RMR de Québec. Donc, on est petit, mais à côté de des gros. Il y a beaucoup d'urbanisation, il y a beaucoup d'agriculture. Puis moi, je tenais important de vous rappeler aussi qu'il y a beaucoup de petites municipalités au Québec où les enjeux environnementaux, en fait, toute la diversité biologique, ça ne fait jamais partie des discussions ou à peu près. Il y a dans ces municipalités-là un service des travaux publics, il y a un service de l'urbanisme, si on est chanceux. Des fois, même la planification du développement se fait par la direction générale directement. Donc, c'est sûr que dans la réflexion sur la gouvernance et comment le milieu municipal peut jouer un rôle dans l'identification, le dialogue avec les propriétaires, avec les organismes de conservation, c'est important d'avoir cet élément-là en tête. Puis quand j'abordais la question de la fiscalité tout à l'heure, je ne voulais pas seulement l'aborder du point de vue de la perte de revenus, de ne pas développer, de ne pas augmenter la richesse foncière du territoire, mais aussi de comment on finance nos équipes, nos ressources humaines à l'intérieur d'une municipalité. C'est sûr que d'un point de vue des élus, le service à la population, donc d'émettre des permis de piscine puis de cabanon pour garder une population satisfaite puis desservie, c'est plus gagnant que de parler de planification des corridors écologiques et de résilience au changement climatique. Alors, je vous laisse sur ces réflexions. Merci beaucoup, Pascal. Très riche intervention, encore une fois. Annick, est-ce que tu aurais une dernière intervention? Oui, une courte. Oui. C'est ça. Ce que j'ai constaté là, au fil des dernières années, c'est que, comme Madame vient de dire, les municipalités qui sont plus petites, qui ont des petites équipes, des fois, ils se regroupent 2-3 ensemble pour avoir des expertises, mais ils ne connaissent pas vraiment l'état, puisque les budgets sont tellement petits, l'état de leur milieu, c'est quoi leur biodiversité, c'est quoi les priorités à conserver, etc. Puis, ça serait peut-être bon aussi de mettre en branle une promotion des bons coups, mais pas juste des grosses villes, mais des petites municipalités aussi qui font des belles actions. Puis justement, d'utiliser les OBV, les ZIP, les organismes de conservation, sauf que tout ça, ça a des coûts. Donc, je ne sais pas s'il n'y aurait pas comme une façon de travailler ensemble pour essayer de réduire les coûts pour les petites municipalités qui auraient le goût de bien faire les choses, mais que financièrement, c'est presque impossible, là. Nous, on est une moyenne municipalité, puis ce n'est pas évident non plus. On a fait plein de belles réalisations, sauf qu'il en reste encore beaucoup à faire, là.
C'est vraiment une concertation, je pense, que ça prend. Merci, Annick. Effectivement, on est parti de projets très terrain, puis on a parlé finalement de gouvernance, de concertation, c'est le deuxième mot que j'allais dire, un peu de vision, puis de fiscalité. Alors, effectivement, c'est ce qui touche les questions des corridors, finalement, quand on met ça dans la perspective d'aménagement du territoire. Je vais laisser les dernières interventions, qui sont à la fois de vos réponses puis vos commentaires finaux, à Michel, à Mélanie et en dernier à Catherine. Si vous avez des choses que vous voulez conclure là, sur les éléments qui ont été nommés. Puis allons aussi, autant que possible, autant que vous le souhaitez, vers les pistes de solutions, des pistes de propositions pour la stratégie nationale sur laquelle on sera consulté cet été comme citoyen, puis comme certains organismes le sont déjà. Michel, je te donnerai la parole en premier. Je pense que Mélanie a des petits problèmes de connexion. Elle est de retour tout juste avec nous. Oui, bien, en fait, je vais prendre la balle au bon d'Annick. Je pense que les succès dans ce genre de problématique-là, c'est vraiment d'y aller par étapes, puis d'y aller avec des petits succès qui peuvent faire boule de neige dans une municipalité voisine. Je pense que c'est peut-être une des clés du succès. Il y a un proverbe chinois qui dit « Tout se mange quand c'est coupé assez petit ». Donc, on peut sectionner un problème en petits morceaux, puis en mangeant étape par étape, on va finir par y arriver. Donc, je pense que là, il y a une piste de solution là. Je retiens aussi de la discussion, c'était vraiment intéressant de voir qu'on a comme un peu un consensus sur le fait que c'est un palier supérieur qui doit nous orienter sur ce qu'on doit faire pour le futur, puis en tout cas intégrer la notion de corridor écologique ou de réseau écologique, peu importe comment on l'appelle, à l'aménagement du territoire. Là, ça semble assez clair. J'ai beaucoup aimé, là, je pense que c'est Mme Grimard qui a fait une comparaison entre le réseau routier supérieur puis les réseaux locaux, là, le réseau écologique supérieur. C'est un peu ça qu'on essaie de faire aussi dans l'initiative de corridor écologique, de s'entendre ensemble sur les grands axes, comment on peut faire circuler les espèces dans la vallée du Saint-Laurent, puis régionalement, là, dans chacun de nos organismes de conservation localement, on essaie de s'arrimer avec nos voisins pour faire un réseau qui est cohérent, un réseau donc supérieur, écologique supérieur. Donc, merci de l'analogie, c'était vraiment très, très bien. Merci beaucoup, Michel. Est-ce que Mélanie, tu voudrais faire une intervention qui serait l'intervention finale? Je ne vois plus Mélanie. Je vais passer ce que je vais faire, étant donné le réseau supérieur Internet qui n'est pas avec nous partout. Je vais passer la parole à Catherine, puis après, à la fin, je vais vous donner quelques indications pour conclure pour les prochaines étapes après cette rencontre. Puis on va poursuivre, comme j'ai dit, informellement ceux qui veulent rester après 13h30. Catherine. Merci, Philippe. Je pense effectivement, Mélanie a des problèmes de connexion. Mais merci beaucoup pour la discussion. C'est vraiment très riche de vous entendre. Puis, je pense que de façon générale, il faut changer notre relation entre l'économie, la société puis la nature. Il faut fonder davantage les décisions de l'aménagement du territoire en fonction de la capacité des écosystèmes à se maintenir. Puis ensuite, sur les besoins sociaux, puis enfin sur les besoins économiques. Puis là, on a parfois tendance à aller baser un peu trop sur l'économie en premier. Puis, on a proposé là, dans notre panel là, 5 points qu'on aimerait voir dans la stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Donc, on espère que ça vous a inspiré aussi puis qu'on aura des suites à cette conversation de corridor écologique. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont mentionné qu'il n'y avait pas le terme corridor écologique, mais en fait, on se fie vraiment au terme utilisé à travers le monde, donc à l'international. Mais effectivement, quand on parle de corridor écologique, il faut aussi savoir que c'est des endroits où on peut faire davantage l'aménagement durable, de la restauration et pas juste la protection. Souvent, je mentionne le terme conservation. Et quand je parle de conservation, c'est vraiment la protection, la restauration et l'aménagement durable du territoire. Et les corridors écologiques permettent justement cet aspect-là un peu plus flexible au niveau de l'aménagement du territoire, de l'utilisation durable du territoire, puis la restauration.
Puis, n'hésitez pas aussi à en apprendre plus sur l'initiative Corridor écologique si jamais vous n'avez pas encore reconnu là, votre organisme leader dans votre région. N'hésitez pas à communiquer avec lui, puis à regarder notre vidéo, puis la partager. Il y a également 2 autres documents, je vais mentionner rapidement, là, qui sont en lien, qui proposent des pistes de solutions intéressantes pour le Québec, soit l'étude des 3 conditions globales pour la conservation de la nature et l'utilisation durable des ressources au Québec, puis vers un plan sud pour la conservation de la biodiversité et de l'adaptation au changement climatique. Ces documents qui ne sont peut-être pas faciles d'accès, qui ont été surtout partagés au gouvernement, mais qui partagent également d'autres pistes de solutions. Donc, j'espère qu'ils vont être disponibles à tous très rapidement. Et je ne sais pas si Mélanie est revenue, mais je ne vais pas prendre tout le temps. Philippe, est-ce que tu l'as? Continue, Catherine. Malheureusement, je ne la vois pas. Parfait. Donc, vraiment, c'était riche d'échanges. Je retiens un peu les commentaires aussi pour nous enligner pour les différentes initiatives qu'on mène au Québec. Puis, c'était vraiment stimulant de vous entendre, de voir l'intérêt que vous avez envers ces corridors écologiques-là. Bien, merci beaucoup. Effectivement, puis là, l'autonomie des documents, je pense que c'était un peu la dernière étape aujourd'hui avec quoi vous repartez, puis qu'est-ce que vous avez besoin pour la suite après notre événement. Je vais vous partager rapidement mon écran. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur les orientations qui ont été déposées actuellement par le gouvernement, notamment sur le sujet dont on a parlé aujourd'hui, mais plus largement sur tous les enjeux d'aménagement du territoire, vous allez sur le site du ministère des Affaires municipales. Je voulais savoir également que l'initiative Parlons Territoire, nous avons d'autres événements et nous avons enregistré les événements passés. Donc, demain, on a un événement spécifique à la région Laurentide, c'est toujours en virtuel, puis il y en aura la semaine prochaine également pour les gens dans l'Est du Québec, ainsi qu'une rencontre spéciale le 7 juillet. Diverses ressources sont disponibles sur notre site Web. Consultation citoyenne, ce n'est pas la bonne date. C'est écrit à partir de juin. Je m'excuse, je ne l'ai pas mis à jour. On nous a dit que ça ouvrait le 16 août sur le site du ministère des Affaires municipales. Et les documents sont donc déjà disponibles, là, je vous l'ai dit, les documents d'orientation. Donc, c'est creuser un peu ce qu'on a dit aujourd'hui. Il faut également suivre avec notre mot-clic Parlons Territoire et partager à vos collègues et amis l'enregistrement qui sera diffusé de la rencontre d'aujourd'hui. Mélanie, malheureusement, tu as perdu quelques temps, mais tu as encore le droit au mot de la fin. Je ne sais pas si tu as suivi à cette chose et tu avais envie de réintervenir, sinon nous dire peut-être, sinon, toi, qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de la rencontre, avec quoi tu repars et qu'est-ce qu'il nous resterait à faire là, pour aller une étape plus loin dans les demandes là, de l'initiative Corridor. Est-ce que tu veux nous partager autre chose? Moi, j'ai senti qu'il y avait un consensus, là, puis qu'il y avait clairement identifié un besoin, justement, qui est des directives claires là, au niveau global québécois par rapport à la prise en compte de la connectivité. Puis, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Nathalie Grimard. Pour moi, ça résumait vraiment la réalité municipale. Puis, le dernier petit truc que je voulais ajouter, c'était que malgré cette difficulté-là, malgré les défis que ça représente, je peux quand même dire qu'il y a beaucoup de municipalités avec lesquelles on a des dialogues actuellement. C'est probablement le cas de d'autres groupes un peu partout au Québec. Mais sur le territoire, on a des municipalités comme Austin, comme Offord, puis comme on est en discussion avec 6-7 autres municipalités qui veulent intégrer les corridors naturels avec plusieurs MRC, Brome-Missisquoi, même Prémagog, Val-Saint-François. Donc, il y a un appétit pour ça. Puis à force d'en parler puis de sensibiliser à l'importance c'est une clientèle qui est très réceptive. Fait qu'il faut travailler en collaboration tout en maintenant les demandes qui sont formulées à ce que le gouvernement le nomme clairement que c'est un objectif québécois pour qu'après, ça redescende partout. C'est très bien, merci beaucoup. Fait que je vais remercier les conférenciers qui ont intervenu aujourd'hui. Donc, merci Catherine, merci Michel, merci Mélanie. Puis merci donc à l'initiative Corridor écologique d'avoir co-organisé cette rencontre. Il est 13h32, je vais officiellement fermer la rencontre. Celles et ceux qui doivent nous quitter, bon après-midi. S'il y en a qui veulent rester informellement, vous êtes bienvenus à ce faire. Merci à tous, puis à une prochaine. Merci.